M. Perrin, le monde entier sait que le Congo est dans des problèmes financiers. Le monde entier sait que M. Sassou ne respecte jamais les accords. Et qu'est-ce qui peut justifier que M. Kagame ou le gouvernement rwandais n'ait pas peur du non-respect de cet accord et ne prévoit pas, disons, un dispositif sur le contentieux? Du point de vue, je veux dire, du droit général, on dira oui, c'est le droit congolais qui s'applique. Mais je répète, dans ce genre d'accord, tout État, toute partie extérieure est très pointilleux sur le risque. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, le Rwanda ne s'est pas inquiété de cette question. Ça veut dire tout simplement que le Rwanda, même si par hasard il aurait mis quelque chose, disons, dans cette affaire, dans cet accord, c'est des broutilles, et que de ce point de vue, il n'a rien à perdre. Autrement dit, et clairement, ça veut dire que le pouvoir, disons, que nous avons à Brazzaville, procède tout simplement à du blanchiment d'argent. Donc, une façon vous êtes en train, monsieur Félix Bankunda-Pellé, vous êtes en train de nous dire que les 100 milliards dont on a fait état, que le Rwanda a apporté dans ses investissements, c'est de l'enfumage. Ça n'existe pas. C'est exactement ce que je et suis que en train de tout dire. cela n'est qu'une stratégie de blanchiment d'argent, comme vous l'avez dit, et que le Rwanda, sinon Paul Kagame, n'est qu'un prête-nom. Tout à fait. C'est ce que je suis en train de vous dire, vous avez tout compris. Si ce n'était pas le cas, M. Kagame, qui a un peu démontré qu'il n'est pas si mauvais gestionnaire que cela pour son pays, aurait pris des précautions parce que le gouvernement congolais, M. Sassou Nguesso, a la réputation d'un très mauvais gestionnaire. Le Congo, qui est donc effectivement l'arène sur laquelle effectivement les deux parties veulent profiter, c'est un pays qui est dans une situation financière catastrophique. Et il faut expliquer pourquoi M. Kagame ne prend aucune précaution, c'est-à-dire ne prend aucune disposition dans l'accord pour dire en cas de contentieux, voilà ce qui va se faire. Il n'en prévoit pas. Et donc, ça veut dire que il n'a rien à perdre, donc parce qu'il se dit, je n'ai rien investi. C'est une justification tout à fait logique. Bonjour, professeur Félix Bankunda-Pellé. Vous êtes diplômé de Sciences Po, enseignant-chercheur, juriste et politologue, consultant, constitutionnaliste. Merci de nous consacrer ce temps. Merci, mon cher Christian. Merci Félix. Alors, du 11 au 13 avril dernier, comme tu le sais, le président rwandais Paul Kagame était en visite d'État au Congo-Brazzaville, une visite qui s'est soldée par la signature d'une série d'accords de coopération entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Un des accords signés entre Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame porte sur la concession de 12 000 hectares des terres exploitables du Congo-Brazzaville au Rwanda. Quelle interprétation juridique donner à un tel accord? Juridiquement, oui, je vais le faire, mon cher Christian, mais si vous permettez, je vais d'abord planter les décors. Ça vaut bien la peine pour comprendre pourquoi ce que j'avais dit au départ, je pense lors de notre première interview en avril de l'année dernière, j'avais dit que le Congo-Brazzaville, dans l'esprit de M. Sassou Nguesso, c'est son empire. Ça veut dire que M. Sassou Nguesso considère le Congo comme un butin de guerre. Ça veut dire que tout le reste qui nous plante, les textes successifs, c'est uniquement du décor. Et donc, si vous permettez, dans cet esprit, je voudrais d'abord signaler certaines choses. Pourquoi je vais signaler ces choses? Pourquoi effectivement je tiens à planter ce décor? Ça nous permettra de comprendre pourquoi je pense qu'au fond de lui-même, lui et son petit clan, lui et sa famille, chaque fois que nous faisons des interprétations juridiques, combien il en rit. Monsieur Perrin, il faut constater que ce qui caractérise d'abord M. Sassou Nguesso, c'est le fait que c'est un homme d'une incompétence particulière, d'une incompétence politique particulière. Je suis sûr que demain, après-demain, quand, disons, d'autres regarderont, disons, le système politique congolais qu'il a incarné,
ils arriveront à la conclusion que nous avons là l'un des hommes les plus incompétents de l'histoire politique universelle. Je rappelle, M. Perrin, que quand ce monsieur dirige le Congo de 1979, en fait, on peut rétroagir, 1977, puisque aujourd'hui tout le monde est convaincu et il a juste raison que, en fait, c'est lui qui gérait ce pays depuis 1977. Donc, 77 à 92, quand il part de ce pays, quand il est viré par les Congolais, ils ont bien viré par les Congolais, disons de manière sévère, puisque je rappelle que dans l'histoire, le contexte politique congolais d'alors, il n'y a que lui et le président centrafricain d'alors, M. Kolimba, qui avait été viré dès le premier tour. Donc, le Congo est totalement démis. Déjà, dès la fin de la conférence nationale, je rappelle que M. Milongo, qui est élu comme Premier ministre par la conférence nationale, se retrouve avec absolument rien dans les caisses. Et ceux qui s'en rappellent savent ce qu'avait dit alors l'équipe de M. Sassou Nguesso, gouvernement Yanjala, le gouvernement de la faim. Toute personne, je veux dire, d'un minimum de bon sens aurait compris que cela n'avait rien à voir avec M. Milongo. Un Premier ministre qui est lui qui arrive et dès les premiers jours se rend compte qu'il n'y a rien, ne peut pas payer les salaires et il se frotte les mains en disant ben, c'est un gouvernement incompétent. C'est qu'à ce moment-là, c'est une situation qui est liée, effectivement, disons, au régime qui a précédé par celui qui venait d'être élu. Je passe à l'étape de 97. 97. Oui, mais pendant que vous allez passer à l'étape de 97, vous avez dit tout à l'heure pour Denis Sassou Nguesso, le Congo est un butin de guerre. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est pour dire qu'il n'avait jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un butin de guerre. Bon, M. Sassou Nguesso, donc, revient en 87 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque quand il arrive, au-delà effectivement de toute la propagande, de toutes les justifications, non, on sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce qu'au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il ne l'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il a juste raison. Les Congolais ont toutes les raisons de détester parce qu'on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent son. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Permettez, M. Bankunda Pélé, vous avez dit pour Denis Sassou Nguesso, les Congolais ne l'aiment pas, lui non plus. Il va chercher donc les armées étrangères pour s'emparer carrément du Congo. Comment expliquer un tel
psychologiquement, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Psychologiquement, je veux en arriver. Donc, au fur et à mesure, parce que de manière pédagogique, il faut que les gens comprennent la conclusion à laquelle, effectivement, je vais arriver. C'est lié à la question du Oui. justement. Donc, là, nous avons deux éléments, je vais dire de par son cursus politique. Premièrement, les Congolais détestent et il les déteste également. Secondo, il a eu son pouvoir par la guerre et non, effectivement, par les urnes, c'est-à-dire par le biais des forces financières et militaires étrangères. Donc, mes amis, ce ne sont pas les Congolais, mes proches ne sont pas les Congolais, c'est des forces armées et financières étrangères. Et c'est les deux éléments de défense sur lesquels, effectivement, il va construire également un troisième élément, mais d'ordre formel. D'ordre formel, comment? M. Sassou Nguesso vient d'acquérir donc son pouvoir. Et le 24 octobre, le citoyen Sassou Nguesso va donc signer un deal avec M. Placide Lenga, ancien président de la Cour suprême du Congo, qui ne l'était plus. Et donc, il faut maintenant construire le scénario bidon, qui est d'ordre formel, c'est-à-dire le droit. Parce que là, c'est un véritable tour de passe-passe, mais que nous allons retrouver là dans l'objet, effectivement, de notre échange d'aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il réveille, ressuscite l'ancien président de la Cour suprême, M. Placide Lenga, lui qui est encore citoyen, je vais dire, disons, Sassou Nguesso qui est encore citoyen, lui dit « Je vous nomme président de la Cour suprême et après, vous allez m'investir comme président de la République. » C'est important à noter. Le citoyen Sassou Nguesso dit à M. Placide, je peux vous dire que avant d'en arriver à M. Placide Lenga, il avait déjà approché, disons, l'ancien président de la Cour suprême sous le régime précédent, M. Mombouane. Il voulait, un peu comme, et jusqu'où on va le signer des gens, un peu comme M. Ouattara l'a fait pour M. Yaoundé, qui était président du Conseil constitutionnel, disons, de M. Gbagbo. Ouais, il recherchait quoi? La légitimité, c'est ça? La légitimité pour dire que non, c'est celui qui était là, donc qui, effectivement, m'a investi. Parce que c'est ce que fait, disons, M. Ouattara. M. Ouattara, c'est que M. Yaoundé, professeur de droit, avait déclaré M. Gbagbo président de la République. Et il dit, ben, recherchez-moi M. Yaoundé, il faut que ce soit devant lui que je prête serment comme président de la République, comme pour dire que c'est lui qui, c'est-à-dire, il demande donc à la personne de dire, je m'étais trompé, ce n'est plus lui, puis je viens de déclarer l'autre, effectivement, président de la République. Donc, M. Sassou Nguesso a procédé de la même façon. Il voit donc, il rapproche donc celui qui était là comme président de la Cour suprême sous le régime démocratique, il l'appelle pour dire, je dois prêter serment devant vous. Et celui-ci, avec quelques scrupules, dit, mais enfin, ça ne tient pas debout, il insiste, mais ça ne marche pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc prendre l'ancien président de la Cour suprême sous son régime, c'est-à-dire donc jusqu'en 1992, M. Placide Lenga. Donc, c'est le citoyen Sassou Nguesso, à ce moment-là, je dis bien, le 24 octobre 1997, qui appelle donc le citoyen Placide Lenga, le nomme président de la Cour suprême, après avoir le même jour, je dis bien le même jour, donc effectivement, disons, pris son acte fondamental, adopté son acte fondamental, qui est du 24 octobre 1997. Et le lendemain, celui qui vient d'être nommé par quelqu'un d'incompétent, c'est-à-dire qui n'en a pas la compétence, va prêter serment devant le président de la Cour suprême qu'il venait de nommer en tant que citoyen. J'espère que je suis clair. Voilà. Et c'est donc là le début même d'une république bananière. Alors. Tout est là, tout est bien conçu là. C'est-à-dire que les bases de ce que nous vivons ici étaient déjà signées depuis le départ. Depuis le départ. C'est-à-dire que ben, je ne me fiche pas du doigt parce que j'ai signalé quand effectivement j'ai été interrogé par ailleurs que comment peut-on comprendre que des juges, pardon, je veux dire, des juristes de haut niveau deviennent des sous-fifres d'un individu qui méprise le droit, deviennent des sous-fifres d'un individu qui est allergique au droit. Le principe était déjà signé par M. Placide Lenga, qui était, soit dit, entre nous, je rappelle, puisque ben, il m'a eu moi-même comme étudiant en première année sur le cours, disons, des droits coutumiers, des droits traditionnels. Donc, vous voyez quand même, je vais dire, disons, la descente aux enfers
disons, de l'élite congolaise. Alors, vous regrettez d'avoir été formé par lui? Oh, ben, je n'ai pas regretté, puisque d'abord, il était dans un petit cours mineur, et ensuite, ben voilà, bon, ma formation n'est pas forcément liée à lui, donc nous passons tous par ces étapes-là. Mais, enfin, vous voyez donc le profil, vous voyez donc l'évolution ou les bases de l'évolution que nous connaîtrons par la suite. Donc, nous avons parlé, disons, du dédain, du fait qu'il déteste les Congolais. Nous avons parlé du fait que ben, ses soutiens, ce n'est pas les Congolais, mais les forces armées financières étrangères. Troisième élément d'ordre formel, le fait qu'il a le dédain du droit, il méprise le droit. À partir de là, effectivement, tout ce que nous allons vivre là ben, va découler de cela. Donc, il faut le souligner dès le départ, M. Sassou Nguesso méprise le droit, il n'a rien à faire avec le droit, et ce qui est regrettable, c'est que, ben, justement, l'élite congolaise, principalement juridique, a été bien placée, bien formée. De toute façon, on n'a pas besoin d'une formation juridique supérieure pour comprendre effectivement ce que ça souffre. Mais ça montre effectivement les caractéristiques, les éléments de base qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui et sur lesquels, je vais dire, lui, effectivement, se retrouve bien. Et c'est pour ça que je disais que lui, il est égal à lui-même. Il n'a pas changé, il a planté effectivement son décor depuis le départ et il fonctionne dans ce décor-là. Est-ce que cela veut aussi dire que tant qu'il restera là, le Congo courira un grand danger, c'est cela? Il en sera toujours ainsi. Et alors, la dernière, disons, interpellation que vous m'avez faite en disant, ben, ça veut dire que, ben, oui, ce à quoi j'étais arrivé lors de notre première interview, pardon, c'était à ceci: le Congo-Brazzaville est un empire qui ne dit pas son nom. C'était l'intitulé que vous-même, vous avez effectivement repris dans la première interview que nous avons eue en avril 2021. Le Congo-Brazzaville, c'est un empire qui ne dit pas son nom, et dans sa tête, c'est cela que M. Sassou Nguesso considère comme étant l'essentiel. Le reste lui dit, débrouillez-vous. Alors, vous avez donc appris évidemment la concession des 12 000 hectares de terres arables du Congo au Rwanda, l'équivalent, il faut le dire, de 3 fois la ville de Pointe-Noire, sinon la superficie de la ville de Paris et ses environs. Juridiquement, je veux comprendre quelle interprétation donner à cela. Sur cette base, et je sais que c'était la question de départ que vous m'aviez posée, qui arrivait justement, première des choses, c'est un aveu d'incompétence au regard de l'objet, effectivement, c'est-à-dire donc de l'article 1 de ce document que j'ai lu. Voilà un individu qui est incompétent, je disais qui est parmi les hommes les plus incompétents de l'histoire politique universelle, c'est à cette conclusion qu'arrivera la descendance, et qui ne reconnaît pas qu'il est incompétent, qui ne reconnaît pas qu'il n'a aucun sens de l'État, qui ne reconnaît pas qu'il n'a aucun sens du droit. Et ne pourront pas l'assumer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, ce sont les Congolais qui ne sont pas à la hauteur. Eh bien, puisque vous n'êtes pas à la hauteur, je vais aller prendre des plus compétents au niveau des pays voisins. Et c'est lesquels, selon lui, c'est les Rwandais, mais ça cache autre chose. Ce que l'on peut retenir. Mais il faut signaler également au passage qu'une fois, je pense qu'il était en visite au Rwanda, il avait déclaré devant les caméras, devant les journalistes, que les Congolais étaient des paresseux. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire. Donc, alors, finalement, c'est lui qui est paresseux ou ce sont les Congolais qui sont paresseux? Il est paresseux, le général Mokobo l'a déjà dit, mais tous ceux qui sont autour de lui le disent. Il est paresseux, mais il ne veut pas l'assumer. Il est incompétent, il ne veut pas l'assumer. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il faut que j'humilie les Congolais. C'est un élément à rattacher à ce que j'ai dit depuis le départ en disant que les Congolais le détestent et lui, il déteste les Congolais. Les Congolais ont toutes les raisons de le détester. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Sassou Nguesso qu'on le déteste. Il le déteste parce qu'il est incompétent. Il est inapte à diriger un État. Et donc, il dit, je vais vous humilier. Et donc, cet accord participe de l'envie d'humilier les Congolais. Il faut le dire. C'est pour humilier les Congolais. C'est également le refus d'assumer son incompétence. Cela dit, à ce moment-là, effectivement, on peut arriver au corps du texte, effectivement, ce que dit ce texte-là. Mais
j'ai entendu, parce qu'avant moi, vous avez effectivement, disons, interviewé bon nombre d'autres personnes, il y a eu plusieurs articles qui ont été cités. Eh bien, vous me permettez, disons, d'en ajouter un autre, parce que il y a eu effectivement l'article 44 qui a été cité, il y a eu l'article 53 qui a été cité, il y a eu l'article 219. Il faut également y ajouter l'article 210. Pourquoi l'article 210? Avant que j'en vienne un peu au détail rapidement, parce qu'au fond, ce n'est pas ça la grande préoccupation, puisque juridiquement, M. Sassou Nguesso ne se sent pas lié. L'article 210 également signe la limite entre les compétences de l'État et ce qui relève des collectivités locales. Quand vous voyez l'objet énuméré à l'article premier, vous vous rendez compte que la plupart, disons, de ces détails, du domaine, effectivement, disons, de cet accord, relèvent des collectivités locales, notamment les transports, l'environnement, le tourisme, les loisirs, l'urbanisme. Est-ce que ces collectivités locales ont été associées à cet accord? Non. Donc, violation du domaine des compétences des collectivités locales, ils les intègrent effectivement dans cet accord-là. C'est également un élément d'illégalité, c'est-à-dire qu'effectivement, ça contrevient à son propre texte, il faut le rappeler. Un texte sur lequel, moi, j'avais dit déjà depuis le départ, y compris celui de 2002, du 20 janvier 2002, les Congolais n'y sont pas liés. Mais ça, j'espère que nous arriverons à un moment où on pose la question de savoir comment est-ce qu'on s'en sortira. Mais je veux dire qu'il faut également énumérer cet article-là pour dire qu'il viole la compétence, parce que dans le principe d'organisation de l'État, quand effectivement, je veux dire, on opte comme il l'a fait, même si entre nous, il faut dire que c'est purement formel pour lui, quand on opte, disons, pour la décentralisation, on trace une ligne. Il y a des compétences qui relèvent du pouvoir central, c'est-à-dire l'État central, et il y a des compétences qui relèvent des collectivités locales. Collectivités locales, c'est ce que dit effectivement cet article. Donc, sont du domaine des collectivités locales et puis c'est énuméré. Et dans ce qui est énuméré, on se rend compte que l'acte ou l'accord entre, disons, l'État congolais, entre guillemets, parce que moi, je vais du fait que M. Sassou Nguesso n'engage pas l'État, il n'engage pas, il ne peut pas l'engager parce qu'il n'en a jamais reçu mandat. Mais selon son propre texte, il y a ce qui relève de la compétence du pouvoir central et ce qui relève de la compétence des collectivités locales. Il viole également, effectivement, le domaine de compétence des collectivités locales puisque celles-ci n'ont pas été associées à cet accord-là. Voilà donc maintenant sur le reste, oui, je ne sais pas si je dois en rajouter dans l'explication. L'article 44 qualifie effectivement l'acte qu'il vient de faire comme étant tout simplement un crime de pillage. Un crime de pillage. Un crime de pillage. Et qui doit être puni par la loi. Mais quelle loi qui va le punir finalement? C'est là, quand je dis que c'est pratiquement inutile, je veux dire, disons, c'est pratiquement inutile d'en venir au droit puisque du bout à la fin, on trouve toujours la même caractéristique du régime, c'est-à-dire que le régime ne fonctionne pas selon le droit. Sinon, écoutez, bon, quand on arrive à l'article 45, il dit, oui, c'est un acte de corruption. La corruption, c'est ce qu'il y a de plus permanent dans ce pays. C'est ce qu'il y a de plus, je veux dire, disons, voilà. Je rappelle en 97, puisque je l'ai dit ailleurs, en 97, quand M. Sassou Nguesso arrive au pouvoir, quelques mois avant, le journal, l'événement du jeudi, le journal français, signalait déjà que M. Sassou Nguesso avait 120 milliards de francs CFA dans les banques occidentales. 120 milliards de francs CFA. Donc, avant, effectivement, disons qu'il ne prend de pouvoir le 24 octobre, dans un numéro de l'événement du jeudi, du 22 au 28 mai 1997, je dis bien, du 22 au 28 mai 1997, on signalait que M. Sassou Nguesso avait 120 milliards de francs CFA dans les banques occidentales, principalement françaises à ce moment-là. Mais où pouvait-il trouver tout cet argent alors qu'il n'était plus au pouvoir? Puisque quand effectivement il laisse le pouvoir, disons, à M. Milongo, comme Premier ministre omnipotent, puisqu'il avait les pouvoirs, disons, qui sont traditionnellement dans nos pays dévolus au plan de la République. Donc, un Premier ministre, disons, hyper puissant, M. Milongo ne retrouve rien. Ce qui veut dire que avant, effectivement, de céder... Il avait vidé les caisses, alors. Il avait vidé les caisses, et pas que les caisses, mais également, je veux dire, jusqu'au niveau des bâtiments administratifs, on avait tout vidé. Le matériel,
Pour ceux qui s'en rappellent, effectivement, le premier constat du gouvernement de transition en prenant les rênes, c'était de constater que même au niveau des bâtiments ministériels, on avait vidé le matériel. On avait vidé le matériel. Et en 92, quand effectivement le président également, le président élu arrive, qu'est-ce qu'il constate? qu'on avait vidé tout l'armement essentiel là. Donc ça, c'est important à noter pour comprendre. Oui, mais moi, ça m'interpelle parce que 120 milliards, c'est beaucoup d'argent. Je veux un peu comprendre comment un individu, soit-il président de la République, pouvait faire une telle transaction sans que cela n'inquiète personne ou n'interpelle personne. Rappelons quand même que quand il est là, il est effectivement, disons, quand il est au pouvoir, disons, ce qu'on appelle le SASO 1, nous sommes sous le règne du monopartisme. Mais bon, pour ne pas aller dans les détails, la question que vous posez a déjà eu une réponse par l'ancien patron d'ELF, M. Leflore-Prison. Il a déjà apporté la réponse qu'il y a un montant qui a été versé auprès, effectivement, disons, des dirigeants en place dans des comptes étrangers. Donc, n'allons pas chercher très loin, c'est aussi simple que ça. Monsieur Loïc Leflore-Prison répond déjà à la question. Bon, maintenant, voilà, je viens de signaler cela. Est-ce qu'il est nécessaire de reprendre le détail de chaque article, l'article 44? Je vous ai dit que qualifie cela comme... Mais naturellement, on va peut-être rappeler ce que dit l'article 44 de la Constitution congolaise. Je vais lire pour nos téléspectateurs: tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tiré de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. Est-ce qu'on peut dire que le Rwanda ignorait l'existence de la Constitution congolaise? Je vais donc vous dire ce que je pense de cet accord. J'ai entendu d'autres parler en termes effectivement d'argent en disant, oui, le Rwanda va donner ceci, le Congo a déjà donné cela. Non, ça c'est, je vais dire, la poudre aux yeux. Le Rwanda ne paie rien dans cette affaire. Absolument rien. Le Rwanda n'a rien à craindre dans cette affaire. C'est tout bénéfice pour le Rwanda, alors? Preuve, tout à fait. Tout à fait ce que vous dites. Preuve. J'ai l'habitude de ce genre d'accord, monsieur Perrin. Et je sais, puisque c'est toujours des accords potentiellement risqués, tout État prend la précaution de regarder en détail et donc, disons, de prévoir, disons, un article sur le contentieux. Ce qui m'a frappé, par ailleurs, dans la lecture, effectivement, de cet accord, c'est que rien n'est prévu en matière de contentieux. Monsieur Perrin, le monde entier sait que le Congo est dans des problèmes financiers. Le monde entier sait que M. Sassou ne respecte jamais les accords. Et qu'est-ce qui peut justifier que M. Kagame ou le gouvernement rwandais n'ait pas peur du non-respect de cet accord et ne prévoit pas, disons, un dispositif sur le contentieux? Du point de vue, je veux dire, du droit général, on dira, oui, c'est le droit congolais qui s'applique. Mais je répète, dans ce genre d'accord, tout État, toute partie extérieure est très pointilleux sur le risque. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, le Rwanda ne s'est pas inquiété de cette question. Ça veut dire tout simplement que le Rwanda, même si par hasard il aurait mis quelque chose, disons, dans cette affaire, dans cet accord, c'est des broutilles, et que de ce point de vue, il n'a rien à perdre. Autrement dit, et clairement, ça veut dire que le pouvoir, disons, que nous avons à Brazzaville, procède tout simplement à du blanchiment d'argent, c'est-à-dire de l'argent effectivement pillé, et ils veulent là effectivement profiter d'une occasion pour se dire, nous allons effectivement blanchir, disons, le butin financier effectivement de ce que nous avons en investissant. Et ils sont tout simplement allés voir, disons, M. Kagame pour dire, vous n'avez rien à perdre, nous créons effectivement une structure dans laquelle effectivement vous serez partenaire, et bien vous avez tout à gagner. Parce que, il faut le signaler, la théorie juridique de la concession dit ceci. Si pour une raison ou une autre, effectivement, il arrive que la concession prenne fin, on doit financièrement évaluer tout ce qui a été édifié et donner, et donc effectivement dédommager la partie qui est venue effectivement, je veux dire, investir.
Autrement dit, toujours dans la caractéristique du régime, parce que nous avons dit, oui, il ne respecte pas le droit, mais c'est également un pouvoir, bon, enfin, je dis tout le monde le dit déjà, c'est un pouvoir kleptocrate. Il y a le pouvoir et l'argent. Et dans tout ce qu'il entreprend, en dehors de l'idée de conservation du pouvoir, il y a effectivement cet élément financier. Donc, même dans cette bêtise-là, même dans cet accord sordide, la donnée financière reste. Et les partisans de M. Sassou Nguesso, sa famille se disent, si demain, effectivement, nous devons partir, ben, il faut qu'on sorte, disons, les moyens de ce pays pour que ça nous revienne. Autrement dit, potentiellement, il fait comprendre, disons à M. Kagame, que si demain, effectivement, on arrête ça, vous avez toutes les raisons de vous ingérer au Congo pour réclamer votre dû. Et puisqu'il aura vidé effectivement les caisses du Congo, parce que c'est comme ça, bon, c'est lié pratiquement, disons, au dictateur africain qui, chaque fois qu'il quitte le pouvoir, il vide le trésor public. Mais bon, M. Sassou Nguesso est expert dans cela. Et ben, naturellement, il se dit, bon, enfin, les autres l'ont déjà dit avant moi, l'argent du Congo ne se retrouve pas effectivement là où il devait être. Donc, une façon vous êtes en train, monsieur Félix Bankunda Pele, vous êtes en train de nous dire que les 100 milliards dont on a fait état, que le Rwanda a apporté dans ses investissements, c'est de l'enfumage. Ça n'existe pas. C'est exactement ce que je et suis que tout cela n'est qu'une stratégie de blanchiment d'argent, comme vous l'avez dit, et que le Rwanda, sinon Paul Kagame, n'est qu'un prête-nom. Tout à fait. C'est ce que je suis en train de vous dire, vous avez tout compris. Si ce n'était pas le cas, M. Kagame, qui a un peu démontré qu'il n'est pas si mauvais gestionnaire que cela pour son pays, aurait pris des précautions parce que le gouvernement congolais, M. Sassou Nguesso, a la réputation d'un très mauvais gestionnaire. Le Congo, qui est donc effectivement l'arène sur laquelle effectivement les deux parties veulent profiter, c'est un pays qui est dans une situation financière catastrophique. Et il faut expliquer pourquoi M. Kagame ne prend aucune précaution, c'est-à-dire ne prend aucune disposition dans l'accord pour dire en cas de contentieux, voilà ce qui va se faire. Il n'en prévoit pas. Et donc, ça veut dire que il n'a rien à perdre, donc parce qu'il se dit, je n'ai rien investi. C'est une justification tout à fait logique. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, je pourrais également ajouter un élément. Est-ce que ça veut aussi dire que finalement, les 12 000 hectares de terre qu'on a concédés au Rwanda, c'est finalement une activité de Denis Sassou Nguesso, c'est ça? Je reviens donc à ce que j'ai déjà dit, c'est tout à fait cela, et je reviens donc à ce que j'ai déjà dit pour caractériser le régime. M. Sassou Nguesso, certains ont déjà dit, il est dans la dernière ligne droite de son régime à titre personnel. Mais il veut pérenniser effectivement cette situation au-delà de sa propre personne. Et donc, dans cette logique, il se dit, lui, il a conquis son pouvoir dans un contexte qui était relativement aisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait par exemple pas tous les contrepoids, disons, de communication, où voilà, c'était quand même plus aisé, parce que entre M. Perrin, si le contexte dans lequel M. Sassou Nguesso a pris le pouvoir en 97 et qu'il l'a consolidé en 98, avec dans les centaines de milliers de morts, j'ai dit les centaines de milliers de morts, c'est pas moi qui le dis. Oui, on parle de plus de 400 000 morts. Tout à fait, ce n'est pas faux. Parce que si lui-même, je dis bien lui-même, parce qu'il était interviewé au lendemain de la prise du pouvoir, on lui avait posé la question en octobre 97. Quand on lui a posé la question de savoir, il y a eu combien de morts, et il dit autour de 10 000. Mais dans son esprit, il se dit, c'est l'autre, c'est pas moi. C'est comme ça tout le monde dictateur. Et en 98, je rappelle que nos compatriotes dans pratiquement toutes les régions sud du pays, en dehors, effectivement, disons du Pilou, étaient dans les forêts. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas subi, disons, plusieurs morts. Je dis bien qu'il n'y a aucune famille qui est dans les forêts. C'est pour ça que parfois, quand on dit centaines de milliers de morts, les gens disent non. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Oui. Et donc, dans cet esprit, M. Sassou Nguesso envisage une situation, je vais dire, particulière. Je disais que si c'était effectivement dans le contexte de communication de l'heure, nous aurions eu effectivement des vidéos avec, disons, des cadavres. Mais en 97-98, c'était plus facile pour lui parce qu'effectivement, le contexte n'était pas celui-là où effectivement on ne peut plus cacher l'information. Mais si c'était effectivement ce contexte-là, nous aurions eu des preuves matérielles, bien sûr. Mais ce qui reste à ce moment-là, c'est uniquement des familles pour ceux qui ont le réflexe, effectivement, je vais dire, de noter. Bon, donc,
le contexte dans lequel viendra son fils, puisque c'est dans ses intentions, ou je vais dire un de ses proches, parce qu'il veut quand même effectivement assurer ses arrières. Et ce sera plus compliqué. Et donc, il se dit qu'il faut affiner le mode de conservation de pouvoir. Il faut affiner la continuation, disons, la façon dont effectivement son régime va se pérenniser. Et donc, là, cet accord participe de cette trame-là. Il se dit, il faut effectivement trouver un moyen d'avoir un pied dans les principales collectivités locales susceptibles éventuellement, je vais dire, disons, de se mobiliser. Et donc, cet accord également tient compte de cet aspect-là. Vous voyez que quand chaque... Oui, est-ce qu'on peut être un peu beaucoup plus clair là-dessus? Oui, avoir un pied dans toutes les localités, vous avez dit, capables de se mobiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur Perrin, que premièrement, je rappelle un élément que la plupart de nos compatriotes, y compris vous-même, connaissez déjà, monsieur Sassou Nguesso a quand même établi des palais présidentiels dans tous nos départements. Tout palais présidentiel. Lors de fameuses municipalisations accélérées, évidemment, on a construit des palais présidentiels dans tous les départements. Oui, c'est vrai. Je rappelle que dans pratiquement toutes les collectivités où il y a eu effectivement ces municipalisations accélérées, il y a beaucoup d'éléphants blancs. Mais il n'y a pas eu d'éléphant blanc en ce qui concerne les palais présidentiels. La première des choses que l'on devait réaliser, c'était un palais présidentiel qui, effectivement, ont été construits. Et je ne fais pas un scoop en disant que tout palais présidentiel, c'est un fort militaire, puisqu'il doit être conservé. Donc, palais présidentiel, et ensuite, ce qui vient d'être fait, je ne suis pas sûr que c'est l'explication. Vous voulez dire que ce sont des caches d'armes, alors, finalement? Évidemment. Vous imaginez un palais présidentiel sans armes partout dans le monde? Tout palais présidentiel, c'est un fort militaire parce qu'il faut effectivement le conserver, le tenir dans l'hypothèse. Donc, quand vous voyez effectivement, je vais dire, ce qui est en train de se faire, je vais dire, disons, la répartition, disons, des zones où, je vais dire, effectivement, cet accord est susceptible d'être exécuté, vous avez également cet élément-là. C'est-à-dire qu'il faut se prémunir. Oui. Donc, vous voyez bien la trame de ce qui se passe là. Je pense qu'il n'y a aucun élément d'incertitude là-dessus. Voilà. Il y a déjà cela, mais bien entendu, cache d'armes, parce que c'est un palais présidentiel et non un fort militaire, il faut également qu'il y ait du personnel. Et effectivement, ce que, disons, M. Sassou Nguesso a dû octroyer, enfin, je vais dire, a dû obtenir de M. Kagame, c'est le fait que dans cette hypothèse-là, vous devez effectivement venir à la rescousse, parce que effectivement, il a déjà fait la même chose en 1997. Je rappelle que 1997, c'était le coup d'État le plus, je veux dire, extraordinaire de l'Afrique, puisque c'est un coup d'État, je veux dire, disons, une conquête du pouvoir qui s'est fait avec des MiG. À ma connaissance, je n'en connais pas un autre qui s'est fait de cette façon avec effectivement des MiG. J'entends parfois certains dire que le régime en place n'avait aucun moyen de résister contre, je veux dire, une conquête organisée, fournie par la France, par le biais, effectivement, des autres pays, je veux dire, que nous avons déjà cités. Il était totalement, je veux dire, disons, démuni. Il ne pouvait absolument rien. Il a réussi à résister contre le coup d'État de M. Sassou Nguesso, mais il ne pouvait absolument pas résister ou tenir contre, disons, les deux armées les plus féroces de la sous-région. Je rappelle que et le Tchad et l'Angola avaient une expérience de plus de 25 ans de guerre civile. 25 ans de guerre civile. Donc, c'était effectivement un combat perdu d'avance. Voilà, je viens de vous expliquer, effectivement, je vais dire un peu, disons, la caractéristique, la trame de cet accord. Il faut quand même ajouter autre chose. Dès le départ également, cet accord est inégalitaire. Ce qui caractérise les relations internationales, c'est quoi, M. Perron? C'est la réciprocité. Je fais ceci, vous faites la même chose. C'est ça. Le principe de base est affirmé dans toutes les constitutions, c'est quand effectivement on établit un accord, il doit y avoir la réciprocité. Le Congo donne 12 000 hectares de terre. Eh bien, le Rwanda donne quoi? Dans le même genre. 100 milliards. Que 100 milliards qui appartiennent à, je vais dire, disons, aux gens du pouvoir, au pouvoir congolais lui-même.
Donc, Alors, par il y contre, a un aspect que vous avez évoqué qui est très important d'ailleurs, c'est le manque de garantie, puisque le règlement de contentieux n'a pas été prévu par cet accord cadre. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que cet accord cadre, je dire, est un accord à durée indéterminée. Est-ce qu'on peut penser que ça entre dans la même logique de ce que vous venez de dire finalement, il y a anguille sous roche, le Rwanda n'a rien à perdre là-dedans, c'est juste une stratégie de blanchiment d'argent finalement. théoriquement, quand on dit à durée indéterminée, un peu comme, je vais dire, disons, pour un contrat purement civil, ça ne veut pas dire que c'est jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que, ben oui, à tout moment, l'une des parties, de toute façon, c'est prévu dans le texte. Mais, en fait, ce que l'on doit constater là, c'est quoi? Si, effectivement, je veux dire, dans la tête, je veux dire, du pouvoir en place, ils se disent que ben, jusqu'au moment où nous devons tenir, ben, évidemment, cet accord ne prendra pas fin. Donc, ils se disent, oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que ben, pour nous, c'est ainsi. C'est dans la tête, effectivement, des dictateurs, ça se passe comme ça. Mais je pense qu'il faut lier cela à autre chose. Dans le texte, dans l'accord, il est également dit que si on doit arriver à la dénonciation, il faut un prompt, disons, une prompte, disons, en quelque sorte, disons, indemnisation, c'est-à-dire dans les 6 mois. C'est écrit comme ça, dans les 6 mois. Alors, vous imaginez, M. Perrin, c'est lié, hein, ces deux aspects-là. Vous imaginez que ben, si M. Sassou Nguesso laisse le pays exempt, dans l'hypothèse où effectivement il devait les quitter d'une manière Total, par exemple, oui. Ben, si eux donnent effectivement, je vais dire, disons, des centaines de milliards, le régime qui est en place va trouver ces centaines de milliards où dans les 6 mois. Il dit avant de dénoncer, hein, c'est-à-dire donc 6 mois avant, effectivement, il faut rembourser. Ça fait Oui, dire parce que qu'on peut penser donc que ça sera là une source finalement de conflit entre le Congo et le Rwanda. C'est là où je devais en arriver. C'est là où je devais en arriver. Je pense que s'il y a quelque chose que tous les observateurs, tous les analystes, disons, du système politique congolais sont arrivés, c'est que, en fait, je vais dire, la décomposition du système économique congolais est bien pensée. En réalité, ce n'est pas de l'argent qui manque, l'argent est là, mais c'est fait volontairement. Ce n'est pas une simple hypothèse d'école, puisque c'est ce qui a été fait en 1991. Il fallait effectivement laisser le système exempt. Donc, il faut réunir toutes les conditions qui feront de telle sorte que si pour une raison ou une autre, effectivement, le pouvoir devrait partir, eh bien, donner toutes les justifications au Rwanda pour effectivement entrer dans une situation conflictuelle avec les autorités congolaises postérieures. Voilà, c'est exactement cela. Donc, c'est un accord qui se tient bien dans la logique, effectivement, du fonctionnement de M. Sassou Nguesso. Dans l'hypothèse où le régime devait être débarqué, il faudrait qu'il se retrouve effectivement dans une situation où il ne serait pas capable, effectivement, de honorer les engagements qui sont effectivement formellement retenus dans l'accord. Et à ce moment-là, effectivement, ben, on se retrouve dans une situation que vous venez effectivement de décrire. Évidemment, dans ces accords, ou l'accord cadre, il faut peut-être donner cette précision. Quelque part, il est aussi mentionné que le Congo ne pourra pas nationaliser finalement ce patrimoine qui vient d'être concédé au Rwanda. Alors, j'imagine un peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que bon, le système prenait fin de manière brutale, ce n'est pas exclu, et qu'il y a un autre qui arrive qui finalement nie tous ces accords. Est-ce que c'est possible et où, sinon, dans quelles conditions? Monsieur Perrin, est-ce qu'on a connu dans l'histoire des États un État qui lui-même cède, je dis bien cède sa souveraineté? Parce que la nationalisation possède de la souveraineté d'un État. Tout à fait. Et d'ailleurs, le même article est contradictoire. En disant si par ailleurs, c'est-à-dire en même temps qu'il dit on ne peut pas effectivement nationaliser cela, quelque part, il anticipe quand même également en disant dans cette hypothèse-là, c'est là où effectivement il essaie de dire que, ben oui. Donc d'abord, c'est un article contradictoire, mais en même temps, qui est
révélateur de ce qu'il y a dans la tête de M. Sassou Nguesso. C'est-à-dire qu'il dénie au Congo sa souveraineté, sauf quand effectivement ça est entre ses mains. Au nom de quoi on peut dénier effectivement à un État le droit effectivement de faire valoir sa souveraineté, parce que la nationalisation relève la souveraineté. Je nous rappelle quelques exemples, par exemple quand le président Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981. Ça n'a pas été, je vais dire, disons, consistant dans les suites, mais il a procédé à des nationalisations. Nous sommes là dans un État bien construit. Personne ne peut dénier cela, la France. Nous sommes dans un État de droit. Ça n'a pas empêché Mitterrand de dire je vais nationaliser, disons, les banques, etc. Donc, au nom de quoi… Oui, voilà, dans le cas d'espèce, par exemple, le cas du Congo maintenant, est-ce que ce sera possible de le faire? Sous quelles conditions, par exemple? Je peux vous dire qu'en tout cas, rien ne peut interdire à un État de procéder à des nationalisations. On ne peut pas l'interdire. Ça montre tout simplement… Alors, finalement, le Rwanda s'est fait flouer ou quoi? Est-ce qu'on peut penser que Denis Sassou Nguesso a dupé Kagame? Monsieur Kagame n'a rien à perdre puisqu'il n'investit rien. Il a tout à gagner. Il a tout à gagner. Tout ce que M. Sassou Nguesso lui demande, c'est de garantir la pérennité de son pouvoir. Et je peux même présumer que, puisque je ne le considère pas comme un imbécile, je ne considère pas M. Kagame comme un imbécile, il a dit se dire, bon, de toute façon, si le régime est renversé, eh ben, il peut ou ne pas intervenir. Il peut ou ne pas demander effectivement la sauvegarde de son gâteau formel, parce qu'effectivement, il a tout à gagner, mais absolument rien à perdre. Donc, il ne s'est pas fait flouer, pardon. Voilà. Il n'a rien à perdre. Comment on peut interpréter cette attitude d'un homme, j'allais dire, qui est au pouvoir, mais qui développe de tels comportements au point de vouloir s'accaparer d'une très grande partie de son pays, juste pour lui, parce que c'est ce que je semble comprendre, que même les 12 000 hectares dont on nous dit qu'on a concédé au Rwanda, mais finalement, moi je comprends, je peux me tromper, mais je suis en train de comprendre par rapport à vos explications que c'est Denis Sassou Nguesso qui veut s'en accaparer. Tout à fait, tout à fait. Ça participe de l'élément que j'ai développé en premier. Il déteste les Congolais. Il déteste le Congo. Il est perpétuellement, je dis bien perpétuellement, dans un état de conspiration contre son propre pays. Il conspire en permanence contre le Congo et les Congolais. Très curieux, voilà. Non, pour un pays qui lui a tout donné. Eh oui. Eh oui. Qui lui a tout donné à lui et sa famille. Puisqu'aujourd'hui, il y a des jeunes adolescents, des jeunes adolescentes, je veux dire, plus juste sortis de l'adolescence, qui peuvent acquérir effectivement des appartements à 7 millions de dollars aux États-Unis. Donc, qui lui a tout donné. Mais il n'a jamais, je pense, il n'a jamais supporté effectivement ce qu'il a considéré comme une humiliation, c'est-à-dire de perdre le pouvoir en 92. Les Congolais continuent à payer effectivement cette dette-là. Monsieur Sassou Nguesso, dans son égocentrisme, dans son narcissisme, n'a jamais digéré cette humiliation-là, parce que quand on n'est pas effectivement démocrate, être battu, ben, c'est une humiliation. Et pourtant, ben, quand vous regardez pratiquement tous les hommes politiques, ben, ils sont passés par cela. Lui n'a jamais digéré cela, et je vous l'ai déjà dit, c'est un homme complexé, un individu qui ne supporte pas la contradiction. Je vous rappelle, mais d'autres l'ont déjà dit avant moi, voilà quand même un individu qui a plus de 40 ans de pouvoir, mais qui n'a jamais fait un seul débat politique. Il faut dire ça, nous plus jeunes. M. Sassou Nguesso n'a jamais fait de contradiction avec un autre homme politique. Il n'a jamais débattu. Lui, il décide, il dit ce qu'il veut, mais ne souffre d'aucune contradiction. Donc, il est allergique à la contradiction. Il est allergique à la contradiction. Eh bien, quand on est allergique à la contradiction, quand quelqu'un vous contredit, mais ça, je pense que pour ceux qui savent regarder, quand effectivement M. Sassou est contredit, il est contredit au cours tout simplement d'une interview, vous le voyez là, comment, dans quel état il se retrouve. Je prends la dernière interview, enfin l'une de ces dernières interviews par TV5 Monde, au moment de c'était, je pense bien, disons, au dernier sommet de l'OUA, où effectivement le journaliste, disons, de TV5 Monde, chef de la rédaction, effectivement, disons, du journal Afrique, lui a posé la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas temps de penser un peu, disons, à votre départ, après tout ce temps-là,
Dès ce moment-là, effectivement, on sentait qu'il était effectivement touché, son poil s'est hérissé. Il a dit, ah non, 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 c'est adieu, adieu. Il a levé les mains comme je le fais là, pour dire c'est adieu. Quand on le contredit, son poil se hérisse. Un homme comme celui-là ne peut pas souffrir d'une contradiction, il ne peut pas faire un débat. Et il n'en a jamais Oui, mais fait. au-delà de tout, est-ce qu'on peut penser qu'il est actuellement dans un état où il ne réfléchit plus? Je disais qu'il est égal à lui-même, mais sa réflexion est toujours, je vais dire, disons, limitée à ce cadre-là du pouvoir, conservation du pouvoir. Il n'est que dans cela. Il n'est que dans cela. Ça dit que, bon, il est vrai, je veux dire, dans l'hypothèse, effectivement, je veux dire, disons, d'un environnement incertain. Parce que là, je pose cette question expressement. L'acte qu'il vient de poser là est quand même, ça fait réfléchir tout le monde, ça fait réagir tout le monde, et tout le monde pense que c'est un scandale, sauf lui-même. C'est ce qui est curieux d'ailleurs. Lui, la logique, c'est la conservation du pouvoir. Il se dit, tant que j'ai le pouvoir, je me permets tout. Mais il y a également le fait que, et je l'ai signalé au départ, il tient vraiment à humilier. Il faut avoir ces éléments. J'ai tenu à effectivement planter ce décor pour que l'on comprenne justement son comportement. Donc, quelqu'un qui tirerait plaisir à humilier les autres, à faire souffrir les autres, c'est cela? Quand vous voyez, disons, M. Mokoko, la situation de M. Mokoko, pourtant, M. Mokoko est resté proche de M. Sassou Nguesso, même après 1997. Même après 1997. Mais il n'a pas accepté un seul instant qu'effectivement, M. Mokoko essaye en quelque sorte de prendre la distance. Le défier, voilà. Il faut l'humilier. Donc, tout ce que nous regardons là, je veux dire, y compris dans cet accord, procède de l'envie. Il prend du plaisir à humilier M. Taran. Il prend du plaisir à humilier. Voilà. Je vous rappelle quand nous avons effectivement essayé de faire le point en ce qui concerne, disons, les élections. M. Sassou Nguesso, disons, en 2002 déjà, disait que la population s'était mobilisée à 87%. 87% en 82, pardon, en 2002. Alors que tout le monde savait que les Congolais ne s'étaient pas mobilisés. C'est quoi? Il voulait humilier. Vous ne vous êtes pas déplacé. Je vais vous montrer que je me moque pas mal du fait que vous déplacez ou non. Il me suffit de dire que les Congolais se sont mobilisés à 87%. La même chose. Il a fait. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, professeur Félix Bakunda-Belé. Alors, quelles sont donc les voies de recours pour les Congolais qui voudront faire annuler ces accords? Est-ce que c'est d'abord possible? Quelles sont les voies de recours? Dans le contexte congolais de l'heure, évidemment, les voies de recours nationaux n'existent pas, puisque tout l'a démontré. Je rappelle, parce que les voies de recours, c'est lesquelles? Les voies de recours juridictionnelles, évidemment. Je suppose que c'est ce que vous voulez dire. Bon, sur les voies de recours juridictionnelles, il n'y a rien à faire, puisque la plus haute juridiction du Congo, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle congolaise, à partir principalement, mais je vous l'ai dit déjà, parce qu'avant la Cour constitutionnelle de 2002, ce rôle était joué par la Cour suprême. La Cour suprême, et je vous ai dit, je vous ai rappelé comment est-ce que le président de la Cour suprême avait dit, c'est-à-dire que M. Lenga avait accepté un deal avec M. Sassou Nguesso qui faisait que dès le départ, il n'y avait rien à y attendre. Après est arrivée la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a véritablement montré ce qu'elle est à partir de la fameuse décision du 17 septembre 2015, où effectivement cette juridiction a rendu la décision la plus sordide, la plus stupide, la plus toxique du droit, la plus imbécile, vraiment il faut le répéter, en rendant une décision comme celle-là. Je pense que la plupart de nos compatriotes n'avaient pas compris. Pendant 4-5 ans, on a diverti les gens pour dire qu'il y avait un débat sur est-ce qu'il faut changer la Constitution ou pas. Et je ne reviens pas, tous les articles étaient invoqués. Et que fait M. Sassou Nguesso? À la veille, effectivement, de saisir, disons, sa cour constitutionnelle pour trancher cette affaire-là. Je vous dis, monsieur Perrin, que
ce n'est pas sur ce problème-là que M. Sassou Nguesso avait saisi la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire? M. Sassou Nguesso leur avait dit, c'est-à-dire, il dit ce que nous avons tous entendu à ce moment-là, disons, à la télé, et pour les saisir, il dit, j'ai un problème de conflit de compétences avec l'Assemblée nationale congolaise. Voilà le problème qu'il leur avait posé. J'ai un problème de conflit. Il n'y a jamais eu de conflit de compétences, disons, entre l'Assemblée et l'exécutif dans un régime despotique. Il n'y en a jamais eu. Oui, mais de conflit de compétences entre l'exécutif et le législatif vers la modification ou le changement de la Constitution. Nous le savons tous. Voilà le problème sur lequel, disons, M. Sassou Nguesso avait saisi. Dans les discours, il dit oui, il y a un débat qui dure et donc c'est au peuple de trancher. Donc, Monsieur la Cour constitutionnelle, ben, c'est à vous effectivement de m'autoriser à saisir le peuple. Voilà ce qu'il dit dans le discours qu'il adresse aux Congolais. Et dans l'acte, c'est-à-dire donc effectivement le recours qu'il adresse à la Cour constitutionnelle, il leur dit j'ai un conflit de compétences avec l'Assemblée, c'est-à-dire que, ben oui, on se dispute un domaine de compétences. Mais comment, je veux dire, disons, c'est ridicule. C'est sur ce problème-là qu'il a déjà que ce n'est pas possible sous son régime. C'est impossible dans un conflit, voilà. Donc, il n'y avait aucun Congolais, quand je dis que les Congolais ne le savaient pas, c'est sur ce problème-là qu'il a saisi, effectivement, disons, la Cour constitutionnelle congolaise. Et la Cour constitutionnelle, au lieu de constater qu'il n'y a pas ce problème-là, au lieu de se dire que, ben oui, le problème que tous les Congolais connaissent celui-là, et ben de dire, ben non, il n'y a aucun contentieux là-dessus, eh ben, se saisit de cette supercherie pour changer la Constitution, pour autoriser effectivement le référendum. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il savait que s'il avait effectivement, sur le papier, saisi la Cour constitutionnelle sur la base du problème que connaissaient tous les Congolais, eh bien, effectivement, la Cour constitutionnelle aurait été liée par les articles qui étaient là, qui interdisaient effectivement la limitation, disons, de dénouer, disons, en quelque sorte, disons, de déverrouiller la limitation des mandats. Voilà dans la supercherie. Et c'est clair qu'il s'était entendu avec la Cour constitutionnelle au préalable pour cette supercherie. Donc, quand je dis qu'effectivement, là, nous avons une élite à problème, vous voyez là, hein, la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle ont participé à cette combine-là. Donc, M. Perron, quand effectivement la plus haute juridiction peut participer à une combine comme celle-là, donc la conséquence était, je dis bien, d'avaler son acte de naissance. Je répète la même chose. La Cour constitutionnelle congolaise est née, c'est un produit de la Constitution de 2002. Et donc, effectivement, en acceptant, effectivement, disons, je veux dire, disons, d'annuler ou, disons, de changer, disons, la Constitution de 2002 qui était effectivement son acte de naissance, la Cour constitutionnelle elle-même a avalé son acte de naissance. Donc, quand vous avez la plus haute juridiction qui est arrivée à ce genre, je veux dire, disons, de sottise, de bêtise, d'humiliation, qu'est-ce qu'il faut y attendre? Donc, premier aspect pour répondre à votre question, il n'y a rien à y attendre au plan juridique. Au plan juridique, en ce qui concerne effectivement le Congo, puisque c'est de là. Monsieur Makosso a dit que c'est, je vais dire, disons, le fameux accord, disons, relève la compétence, disons, du droit national. Je ne sais pas si je viens de répondre. Le droit national, c'est celui-là. Donc, que prévoient d'ailleurs les textes internationaux dans le cas de ce que j'ai passé au Congo? Bon, je vais dire, si effectivement l'autre partenaire était sérieux, c'est lui, je vais dire, effectivement, c'est l'autre partie qui aurait pu effectivement soulever ce problème-là pour dire, dans l'hypothèse effectivement d'un conflit, ben voilà, on prévoit telle juridiction dans l'hypothèse du recours. C'est-à-dire que si, par exemple, effectivement, la juridiction congolaise, puisque M. Makosso dit que ça relève du droit national, ben effectivement, ils ne sont pas satisfaits, ils saisissent donc. Je veux dire, je viens de signaler que le pouvoir rwandais se fiche du contentieux qui pourrait apparaître, il se dit, bon, il n'y a rien, alors que le Congo a des problèmes, je veux dire, économiques et financiers que le monde entier connaît, enfin, disons que tous ceux qui observent connaissent. Bon, lui, il dit, non, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, l'autre partie ne l'a pas prévu. Mais je veux dire, au niveau national, les Congolais n'ont rien à faire puisque la juridiction constitutionnelle congolaise et évidemment d'autres juridictions ont démontré que elles étaient complices du pouvoir. Donc, il n'y a rien à y attendre. Mais alors, la question qui va se poser, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. À ce moment-là, effectivement, les recours juridiques ne servent à rien localement. Je pense, M. Perrin, que d'abord,
je suis content et vous félicite effectivement pour la campagne que vous faites effectivement en essayant d'interviewer les différents acteurs congolais, bien que c'est des acteurs civils comme moi-même, effectivement pour dire ce qu'il faut. C'est important de dire parce que, je disais, l'avantage entre ce moment où nous sommes et puis les temps passés, c'est le fait qu'il n'y avait pas ces moyens de communication, d'explication effectivement privés. Et donc, la campagne, il faut la continuer. Mais je pense qu'il faut la prolonger. Ça ne coûte rien. Nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, devaient, vous me permettez l'expression, bombarder les ambassades, disons, rwandaises de courrier. Partout où se trouve un service rwandais, que ce soit au Congo, que ce soit à l'étranger, qui devrait effectivement écrire pour dire, voilà, avec ce que je viens de dire, par exemple, premièrement, que cet accord-là, c'est un accord hors la loi. Il ne respecte pas le droit congolais. Et que M. Sassou Nguesso, je l'ai déjà dit depuis le départ, ne représente pas le Congo. Il ne le représente pas. M. Sassou Nguesso n'a jamais été élu. Et que, naturellement, puisque son régime arrivera à la fin, comme tout régime, les Congolais ne se sentent pas liés par les accords signés par M. Sassou Nguesso. D'abord parce qu'il n'a jamais été élu et ensuite, toutes les décisions qu'il prend et principalement la décision de cet accord, c'est un accord qui est contre la loi congolaise, qui est contre la souveraineté congolaise, qui est contre les Congolais. Voilà. Donc ça, il faut le dire. Ça, c'est au niveau du commun des Congolais, qui n'hésitent pas, ça ne coûte rien. Bon, je veux dire, pour ceux qui sont à l'étranger, même ailleurs, même au Congo, je pense qu'un petit courrier banal, c'est peut-être, on ne sait pas comment il coûte maintenant le timbre congolais, c'est peut-être, je ne sais pas, 100 francs ou combien. Il faut qu'il le fasse, qu'il le multiplie. Mais je m'adresse beaucoup plus, je veux dire, à la société civile congolaise organisée. Je veux dire, ceux de nos compatriotes qui appartiennent effectivement à des organisations, quelles qu'elles soient, par lettre recommandée. Je dis bien par lettre recommandée, parce qu'à ce niveau-là, nous sommes occupés de la société civile organisée. Il faut qu'ils écrivent à la présidence rwandaise, aux différentes ambassades rwandaises, de partout où ils se trouvent, avec lettre recommandée, et qu'ils gardent effectivement le récépissé. Le récépissé. Parce que demain, d'une façon ou d'une autre, si, je vais dire, les autorités rwandaises essaient effectivement... Non, nous devrions, le moment venu, dire que vous avez été avertis. Vous avez été avertis que si les institutions politiques ou juridictionnelles congolaises fonctionnaient normalement, mais ils auraient pu constater ce que je viens de vous dire. Mais les Congolais de la société civile organisée doivent l'être recommandé à l'appui, c'est-à-dire donc avec, je vais dire, l'accusé de réception, adresser une correspondance aux institutions rwandaises partout où elles se trouvent pour dire que M. Sassou Nguesso ne lit pas les Congolais, que l'accord, c'est un accord hors la loi, et que le moment venu, quand nous ne serons plus dans une position, effectivement, je veux dire, d'humiliation, de despotisme, nous dénoncerons à bon droit et argument à l'appui. Il faut le dire, parce que demain, effectivement, la question se posera, comme ça s'est posé déjà ailleurs. Je vais dire, un individu, disons, je vais dire un despote, je vais dire du gabarit de M. Sassou Nguesso, on n'en trouve pas régulièrement, mais enfin, je vais dire, c'est quand même des situations, je vais dire, qui ont pu effectivement exister ailleurs et nous devons nous préparer effectivement à exhiber ces avertissements-là, ces écrits-là, le moment venu pour pouvoir rendre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, professeur Félix Bankunda Pelé. La balle est désormais dans le camp des Congolais. C'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. En tout cas, merci, professeur, de nous avoir consacré tout ce temps. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Likez, partagez. Si vous nous avez rejoints pour la première fois sur TEDAR TV, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer des programmes TEDAR TV. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.